Bonsoir et soyez les bienvenus sur la chaîne RIC. Ce soir, nous quittons le réel pour un itinéraire extraordinaire. Je vais lire le roman classique de Lewis Carroll, Loretta au pays des merveilles. Alors installez-vous confortablement dans votre lit et fermez les yeux. Loretta commençait à être très fatiguée de rester assise à côté de sa sœur sur la berge de la Seine et de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil dans le livre que lisait sa sœur, un traité de philosophie, mais il n'y avait ni illustration ni dialogue dedans. À quoi peut bien servir un livre, pensa Loretta, sans image ni conversation. Elle était donc en train de se demander, dans la mesure du possible, car la chaude journée d'été la rendait très somnolente, si le plaisir de tresser une couronne de pâquerettes valait la peine de se lever et de les cueillir, quand soudain un lapin blanc aux yeux roses passa en courant tout près d'elle. Il n'y avait là rien de très remarquable, et Loretta ne trouva pas non plus si extraordinaire d'entendre le lapin murmurer à lui-même « Oh là là, mon Dieu, je vais être en retard !» Quand elle y repensa plus tard, il lui sembla qu'elle aurait dû s'en étonner, mais sur le moment, tout cela lui parut parfaitement naturel. Cependant, lorsque le lapin tira effectivement une montre de la poche de son gilet à la française, la consulta d'un air pressé, puis repartit en hâte, Loretta se dressa d'un bond. Une idée fulgurante lui traversa l'esprit. Elle n'avait jamais vu de lapin avec un gilet, ni encore moins avec une poche de gilet ou une montre à en tirer. Brûlant de curiosité, elle traversa le champ derrière les Invalides à sa poursuite et arriva juste à temps pour le voir disparaître dans un large terrier au pied d'une haie d'aubépine. Sans une seconde d'hésitation, Loretta s'y engouffra à sa suite, sans même songer à la manière dont elle en ressortirait. Le terrier s'enfonçait droit comme un couloir de métro sur une certaine distance, puis plongeait brusquement vers le bas, si soudainement que Loretta n'eut pas le temps de réfléchir avant de se sentir tomber dans ce qui semblait être un puits très profond. Soit le puits était très profond, soit elle tombait très lentement, car elle eut tout le temps, durant sa chute, d'observer les alentours et de s'interroger sur la suite. Elle tenta d'abord de regarder en bas pour discerner où elle allait atterrir, mais il y faisait trop sombre. Puis elle examina les parois du puits et remarqua qu'elles étaient garnies d'armoires normandes et d'étagères chargées de livres. Ça et là étaient accrochées à des patères des cartes du Cassini et des estampes. En passant, elle attrapa un bocal sur l'une des étagères. L'étiquette disait confiture d'orange, mais à sa grande déception, il était vide. Ne voulant pas le laisser tomber de peur de blesser quelqu'un en dessous, elle parvint à le reposer dans une armoire au passage. Allons, pensa Loretta après une chute pareille, dévaler un escalier me paraîtra désormais une bagatelle. Comme ils me trouveront courageuse à la maison. Vraiment, je n'en ferais même pas mention si je tombais du toit de Notre-Dame. Ce qui était fort probable. Bah, bah, bah. Cette chute n'aurait-elle donc jamais de fin? Je me demande combien de kilomètres j'ai déjà parcouru, se dit-elle à haute voix. Je dois approcher du centre de la Terre. Voyons, cela ferait environ 6000 kilomètres, je crois. Car, voyez-vous, Loretta avait appris plusieurs choses de ce genre dans ses leçons à l'école de la République, et bien que ce ne fût pas le meilleur moment pour étaler son savoir, puisqu'il n'y avait personne pour l'écouter, c'était tout de même bon exercice.
Oui, c'est à peu près la distance. Mais alors, je me demande à quelle latitude et longitude je me trouve. Loretta n'avait qu'une notion vague de ce qu'étaient la latitude et la longitude, mais ces mots lui semblaient distingués et importants. Peu après, elle reprit. Et si je traversais la terre de part en part, comme ce serait curieux de ressortir de l'autre côté, parmi les gens qui marchent la tête à l'envers. Les antipodes, je crois. Elle fut plutôt contente qu'il n'y eût personne pour l'entendre, car le mot ne lui semblait pas tout à fait juste. Mais il faudra que je demande le nom du pays. S'il vous plaît, madame, sommes-nous en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie? Et elle tenta de faire une révérence en parlant. Imaginez faire une révérence en chutant dans les airs. Et comme on me prendrait pour une ignorante. Non, mieux vaut ne pas demander. Je verrai peut-être le nom écrit quelque part. Bah, bah, bah. Ne voyant rien d'autre à faire, Loretta se remit à parler. Minette va beaucoup me manquer ce soir. Minette était son chat. J'espère qu'on n'oubliera pas son bol de lait à l'heure du goûter. Minette, ma chérie, si seulement tu étais ici avec moi. Il n'y a pas de souris dans les airs, je crains, mais tu pourrais attraper une chauve-souris, c'est très semblable. Mais est-ce que les chats mangent des chauves-souris? Je me demande. Ici, Loretta commença à avoir très sommeil et continua de se parler d'une voix rêveuse. Est-ce que les chats mangent des chauves-souris? Est-ce que les chats mangent des chauves-souris? Et parfois, est-ce que les chauves-souris mangent des chats? Car, voyez-vous, puisqu'elle ne pouvait répondre à aucune des questions, peu importait la formulation. Elle sentit qu'elle s'assoupissait et commença à rêver qu'elle marchait main dans la main avec Minette, et lui demandait très sérieusement, « Dis-moi, Minette, as-tu jamais mangé une chauve-souris ?» Quand soudain, boum, boum, elle atterrit sur un tas de fagots et de feuilles mortes. La chute était terminée. Loretta ne s'était pas fait le moindre mal et se remit sur pied en un instant. Elle leva les yeux. Tout était sombre au-dessus d'elle. Devant s'étendait un autre long couloir, semblable à ceux du Louvre, et le lapin blanc était toujours visible, pressant le pas. Pas un instant à perdre. Loretta fila comme le vent et arriva juste à temps pour l'entendre dire en tournant un coin. Sainte Moustache. Je suis vraiment en retard. Elle était sur ses talons au virage, mais le lapin avait disparu. Elle se trouva dans une grande salle voûtée, éclairée par une rangée de lustres à bougies. Des portes étaient disposées tout autour, mais tout était verrouillé. Après en avoir fait le tour et avoir tenté chacune d'elles en vain, Loretta marcha tristement au milieu, se demandant comment elle allait bien pouvoir ressortir. Soudain, elle tomba sur une petite table tripode en cristal de baccarat. Il n'y avait rien dessus, sauf une toute petite clé en or. Loretta pensa aussitôt qu'elle devait ouvrir l'une des portes de la salle. Mais hélas, soit les serrures étaient trop grandes, soit la clé trop petite, mais elle n'ouvrit aucune porte. Toutefois, en refaisant le tour, elle remarqua une lourde tenture de velours qu'elle n'avait pas vue auparavant. Derrière elle se dissimulait une petite porte d'environ 40 centimètres de haut. Elle essaya la petite clé d'or dans la serrure. Quelle joie! Elle entra. Loretta ouvrit la porte et découvrit qu'elle menait à un étroit couloir, pas plus large qu'un passage de souris. Elle s'agenouilla et,
au bout du couloir, aperçut le plus ravissant jardin à la française que l'on puisse imaginer, avec des parterres géométriques de fleurs éclatantes, des taupières et des fontaines jaillissantes. Comme elle brûlait d'envie de quitter cette sombre salle pour se promener dans ce jardin. Mais elle ne pouvait même pas y passer la tête. Et quand bien même ma tête passerait, pensa Loretta, cela ne servirait à rien sans mes épaules. Oh, si seulement je pouvais me replier comme une lunette de théâtre. Je suis sûr que je pourrais, si seulement je savais par où commencer. Car, voyez-vous, il lui était arrivé tant de choses insolites qu'elle commençait à penser que presque rien n'était vraiment impossible. Attendre près de la petite porte semblait inutile. Elle retourna vers la table, espérant y trouver une autre clé, ou peut-être un manuel pour se replier comme une lunette. Cette fois, elle y trouva une petite fiole en cristal, qui n'y était certainement pas auparavant, dit Loretta, et autour du col était nouée une étiquette de parchemin sur laquelle étaient calligraphiés ces mots. « Buvez-moi ». C'était facile à dire, mais la prudente Loretta n'allait pas se précipiter. « Je vais d'abord examiner, dit-elle, et voir si c'est marqué poison. » Elle se souvenait des contes de fées où les enfants imprudents subissaient de fâcheuses mésaventures pour n'avoir pas suivi les conseils élémentaires. Elle savait que boire une fiole étiquetée « poison » était toujours une mauvaise idée. Cependant, cette fiole ne portait aucune mention de poison. Loretta se risqua à y goûter et trouva la saveur délicieuse. Un mélange de tarte aux cerises, de crème pâtissière, d'ananas, de dinde au marron, de caramel et de brioche beurrée chaude. Elle la vida rapidement. Quelle sensation étrange, dit Loretta. Je crois que je me replie comme une lunette. Et c'était bien le cas. Elle ne mesurait plus que 25 cm de haut. Son visage s'illumina à l'idée qu'elle était maintenant de la bonne taille pour passer par la petite porte et entrer dans ce merveilleux jardin. Elle attendit d'abord quelques minutes, un peu inquiète à l'idée de rétrécir encore. Car cela pourrait finir, vous savez, se dit-elle, par ma disparition complète, comme une flamme qu'on souffle. Je me demande à quoi je ressemblerais alors. Elle essaya d'imaginer la flamme d'une bougie après qu'elle a été éteinte, ne s'en souvenant pas. Ne constatant plus aucun changement, elle décida de se rendre au jardin. Mais hélas, pauvre Loretta, en arrivant à la porte, elle réalisa qu'elle avait oublié la petite clé d'or sur la table de cristal. En y retournant, elle constata qu'elle ne pouvait absolument pas l'atteindre. Elle la voyait parfaitement à travers le cristal. Elle essaya de grimper sur un des pieds de la table, mais il était trop lisse. Épuisée par ses efforts, la pauvre petite s'assit et se mit à pleurer. Allons, il n'y a aucun intérêt à pleurer comme ça, se dit-elle avec sévérité. Je t'ordonne d'arrêter immédiatement. Elle se donnait souvent de très bons conseils, bien qu'elle les suivît rarement, et parfois elle se grondait si fort que les larmes lui venaient aux yeux. Une fois, elle se souvint s'être réprimandée pour avoir triché lors d'une partie de pétanque qu'elle jouait contre elle-même, car cette enfant singulière aimait beaucoup jouer deux rôles. Mais il est inutile maintenant, pensa-t-elle, de faire semblant d'être deux personnes. Il reste à peine assez de moi pour en faire une personne convenable. Son regard tomba alors sur une petite boîte en cristal posée sous la table.
Elle l'ouvrit et y trouva un tout petit financier, sur lequel les mots « Mangez-moi » étaient délicatement tracés en amandes effilées. « Bon, je vais le manger, » dit Loretta. « S'il me fait grandir, je pourrai atteindre la clé. S'il me fait rapetisser, je pourrai ramper sous la porte. Donc, d'une manière ou d'une autre, j'entrerai dans le jardin. Peu importe ce qui arrive. » Elle en mangea un morceau et se demanda avec anxiété. Dans quel sens? Dans quel sens? En posant la main sur sa tête pour sentir, elle fut très surprise de constater qu'elle restait de la même taille. En temps normal, c'est ce qui arrive quand on mange un gâteau. Mais Loretta s'était tellement habituée à l'extraordinaire que la normalité lui semblait maintenant terne et décevante. Alors elle termina le financier. Chapitre 2. La mare de larmes. De plus en plus étrange, s'écria Loretta. Elle était si surprise qu'elle en oublia momentanément de bien parler. Je m'étire comme la plus grande lunette astronomique qui ait jamais existé. Adieu, mes pieds. Car quand elle baissa les yeux, ses pieds semblaient si lointains qu'ils étaient presque hors de vue. Oh, mes pauvres petits pieds, je me demande qui va vous chausser maintenant. Moi, je suis sûr que je ne pourrai pas. Je serai bien trop loin pour m'occuper de vous. Vous devrez vous débrouiller tout seul. Mais il faut que je sois gentil avec eux, pensa-t-elle, sinon ils refuseront peut-être d'aller où je veux. Voyons, je leur offrirai une nouvelle paire de bottines à chaque Noël. Et elle continua de faire des projets. Il faudra les envoyer par la poste, et comme l'adresse sera bizarre, à Monsieur le pied droit de Loretta, tapis du salon, près du poêle en faïence, avec l'amour de Loretta. Oh mon Dieu, quelle sottise je débite. À cet instant, sa tête heurta le plafond voûté de la salle. Elle mesurait maintenant près de 3 mètres. Elle saisit aussitôt la petite clé d'or et se précipita vers la porte du jardin. Pauvre Loretta, le mieux qu'elle puisse faire, en se couchant sur le côté, était de regarder le jardin avec un seul œil par l'embrasure. Passer était plus impossible que jamais. Elle s'assit et se remit à plairer. « Tu devrais avoir honte, dit Loretta, une grande fille comme toi, de pleurer ainsi. Cesse immédiatement, je te l'ordonne. » Mais les larmes continuaient de couler, formant une grande mare tout autour d'elle, profonde d'une dizaine de centimètres et s'étendant sur une bonne partie de la salle. En disant cela, elle regarda ses mains et fut stupéfaite de voir qu'elle avait enfilé un des petits gants de chevreau blanc du lapin. « Comment ai-je pu faire cela? Je dois être en train de rapetisser à nouveau. » Merci d'avoir voyagé avec nous ce soir dans le roman classique de Lewis Carroll. Prenez le temps de respirer profondément. Laissez votre esprit se reposer et souvenez-vous que la France veille sur vous. Dormez profondément, faites de beaux rêves, la nuit est calme, douce et sécurisante.